L'enregistrement est démarré. Ok. Bon, alors Fernando, pour répondre à ta question, on suit les livres, tu sais, de l'étude systématique de la philosophie spirit. Voilà. Alors, ça ne suit pas strictement le livre des esprits. Voilà, c'est celui-ci. Alors, c'est le tome 2. C'est le deuxième tome. Voilà. Et puis, donc, tu peux ouvrir alors, c'était combien, vous m'avez dit, page 116 ou 114 par là? Tu verras, c'est donc la loi de destruction et les fléaux destructeurs. On en est là, voilà. D'accord? Alors, allons-y. Donc, la dernière fois, on avait vu la loi de destruction. Donc, si vous vous rappelez bien, la loi de destruction, ça paraît un peu contradictoire, hein. Pourquoi est-ce qu'il faut de la destruction? Pourquoi est-ce que la loi de destruction, c'est une loi naturelle? Et donc, effectivement, quand on voit ça d'un point de vue spirituel, hein, spiritualiste plutôt, la destruction, ce qu'on appelle la mort, n'est en fait que la séparation de l'âme et du corps, hein. Le corps qui est vieilli, on le laisse, on le rend à la terre, l'esprit se dégage avec le Père-Esprit et ça lui donne une occasion, après un certain temps, de se réincarner dans un corps tout neuf, de recommencer une nouvelle vie, donc avec toutes les caractéristiques qu'on avait déjà vues par ailleurs, c'est-à-dire l'oubli des existences passées, cette candeur infantile qui, je dirais, éveille l'instinct paternel et l'instinct maternel. Et donc, c'est là où on se rend compte que cette loi de destruction, elle est nécessaire pour permettre l'avancement de l'esprit. Et parce qu'en fait, ce qu'on appelle une destruction, ce n'est qu'une transformation, hein. Il en va de même avec la nature, hein. Vous avez des arbres qui poussent, qui vieillissent, qui sont malades, qui meurent, donc qui disparaissent, et puis ils laissent la place à d'autres arbres dans la forêt, hein, qui poussent, et puis ces mêmes arbres, après, avec les graines et tout, aussi repoussent. Donc tout dans la nature, tout ce qui est matériel passe par ces cycles de transformation, donc qu'on appelle à tort destruction. Alors aujourd'hui, on va voir plus spécifiquement le cas des fléaux destructeurs. Alors c'est extrêmement d'actualité, hein, parce qu'on est en train de, quelque part, d'en subir un, qui est ce fameux Covid. Donc, où il y a un virus, une pandémie au niveau mondial, hein, qui s'est déjà répandu de partout et qui, bon, alors pour l'instant a tué plus de 100 000 personnes dans le monde, donc c'est quand même un chiffre énorme, hein, même si quand on ramène ça au pourcentage de la population mondiale ou par exemple au nombre de victimes qui ont été créées, qui ont causé le tsunami qu'il y a eu il y a quelques années en Indonésie, c'est un nombre qui est encore relativement limité. Mais ce qui est extrêmement intéressant dans le Covid, c'est que vraiment ça touche tout le monde, hein. Ça ne touche pas que des Indonésiens ou des Indiens, ça touche vraiment tout le monde dans le monde entier, riche ou pauvre, blanc ou noir, asiatique ou européen. Tout le monde y est quelque part soumis, hein, soumis à ce danger. Et donc, on va voir dans le cours d'aujourd'hui quels sont, entre guillemets, les bons côtés de ce genre de fléau et comment ces fléaux ils aident à faire de sorte que les gens prennent conscience, euh, sortent un petit peu de leur train-train, de leur somnolence matérialiste pour pouvoir vraiment se poser les vraies questions, les bonnes questions sur qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce qui se passe quand on meurt, etc. Voilà. Alors, tout d'abord, il y a deux types de fléaux destructeurs, hein. Donc, ça, il faut le noter. Il y a les guerres, par exemple, hein. Donc, ça, ce sont les fléaux qui sont provoqués par l'homme, hein, comme vous pouvez le voir ici. Alors, les esprits sont très clairs, hein. Ils disent, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? C'est essentiellement à cause de l'orgueil et de l'égoïsme. C'est ceux qui veulent vraiment prendre le dessus par rapport aux autres, ceux qui veulent exploiter, manipuler, soumettre, etc.
Et donc, les esprits disent c'est la prédominance de la nature animale sur la nature spirituelle. Voilà. Et ils parlent aussi de l'assouvissement des passions. Voilà. Et dans l'état de barbarie, hein, c'est clair, les peuples ne connaissent que la loi du plus fort. Ça, c'était, je dirais, les lois qui étaient en vigueur il y a quelques millénaires encore. Hein. Et donc, c'est pour ça que pour eux, la guerre, c'est un état normal. Mais à fur et à mesure que l'homme progresse, on se rend compte que ben, c'est la loi du plus fort, c'est pas celle qui doit gouverner l'humanité. Il faut que ce soit celle, la loi comment dire, du plus sage, hein, des personnes qui allient à la fois l'intelligence et la bonté, et pas seulement celles qui sont le plus fort, soit physiquement, et aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est le plus fort économiquement. Hein. Donc, c'est pas ces choses-là, ce sont des choses matérielles qui ne sont pas en phase avec les lois de la nature et donc qui petit à petit vont disparaître. Et le deuxième type de fléaux, ce sont les fléaux naturels, donc qui sont comment dire indépendants de l'homme, hein, c'est-à-dire vous voyez là, il cite la peste, la famine, les inondations, les intempéries fatales aux productions de la terre qui faisaient que les gens après passaient par des famines, etc. Hein. Ça, c'était les fléaux que Kardec appelait naturels, donc dans le livre des esprits, il y a 163 ans. Vous voyez, c'est la question numéro 741. Hein, voilà, donc cette distinction est faite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Alors, on va voir quelle est l'utilité justement donc de ces fléaux destructeurs, notamment naturels, et puis aussi donc ceux provoqués par l'homme. Comment est-ce qu'on peut, je dirais, les réduire, voire les éliminer, parce que c'est vers ça qu'on tend quand même dans cette transition que traverse le monde. Même s'il ne faut pas se faire d'illusions, ça peut encore mettre quelques siècles. Voilà. Et alors, pour la cause de ces fléaux, hein, c'est la question 737. Hein, si vous la prenez, vous la lisez, vous verrez que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, les fléaux destructeurs frappent l'humanité pour la faire avancer plus vite. Voilà. Et donc, là, il rappelle ce qu'il avait dit la dernière fois. La destruction est nécessaire pour la régénération morale, donc pour l'évolution hein, des esprits qui puisent dans chaque nouvelle existence un nouveau degré de perfection. Donc, dans chaque existence, on a une nouvelle chance de progresser et d'effacer les erreurs qu'on a pu commettre dans le passé. Voilà. Et après, ils disent que ces bouleversements, donc ces fléaux destructeurs naturels, sont souvent nécessaires pour faire avancer plus promptement un ordre de choses meilleur, hein, donc pour faire évoluer le monde, et souvent en quelques années, ce qui eût exigé bien des siècles. Voyez. Supposez par exemple qu'il n'y ait pas de Covid. Hein, donc les gens restent dans leur train-train quotidien, continuent dans ces courses effrénées à droite ou à gauche, l'économie qui doit toujours être en croissance, la nature qui souffre de plus en plus, etc. Hein, voyez. Alors que là, ben, on est tous arrêtés. Hein, l'économie s'arrête, tout le monde sait qu'il y aura des milliers de milliards de dollars ou d'euros de conséquences économiques à ce fléau. On s'aperçoit aussi au niveau de la nature bah, qu'elle respire. Hein. Je voyais l'autre jour sur un post sur Facebook ou ailleurs, une personne qui montrait donc dans la baie de Rio, donc vous savez, il y a eu les Jeux Olympiques là-bas, c'est extrêmement pollué. Eh ben, il y a de nouveau des tortues de mer qui sont revenues. Hein. Et on voit là où j'habite, ben, il y a des chevreuils, ils descendent jusqu'au centre de la ville. Hein. D'ailleurs, il faudra faire attention après le déconfinement parce que les animaux, entre guillemets, prennent de mauvaises habitudes. Hein. Ils traversent les routes beaucoup plus fréquemment que avant le confinement quand il y avait beaucoup de circulation. Hein. Et on voit quelque part que la nature respire et donc on sent même à la limite un peu mieux ce poids qu'on impose à la nature par cette agitation effrénée quotidienne que nous avions avant. Voilà. Donc le fait de faire un arrêt, ça nous permet justement de voir ces choses, de prendre du recul, de réfléchir, OK, où sont vraiment les vraies valeurs? Le Covid est là, je peux en mourir demain, donc qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour moi, etc. Donc
voyez, ça ramène les gens à se reposer les mêmes questions. Et au niveau des gouvernements, donc vous voyez, on parle de l'avancement, hein. Bon, des tremblements de terre, si vous prenez un pays comme le Japon, il y en a pratiquement tous les jours, des tremblements de terre au Japon. Donc à Tokyo, par exemple, vous avez des tremblements de terre de magnitude 6, 7 toutes les semaines ou presque. Et ben, il y a pas un immeuble qui tombe, rien. Pourquoi? Parce que à force de tremblements de terre, l'homme il a appris comment construire des immeubles ou des maisons qui résistent et donc qui ne s'écroulent pas dès qu'il y a un tremblement de terre. Il a appris aussi à vérifier les maisons régulièrement pour être sûr que au prochain tremblement de terre, elles ne tomberont pas. Et donc, il en est de même pour les Japonais, hein. Ils ont mis sur les embouchures des rivières, ils ont mis des espèces de barrages mobiles qui se lèvent en cas de tsunami, hein. Alors évidemment, celui qui a eu, quand il y a eu l'incident de Fukushima, c'était vraiment un tsunami exceptionnel. Donc vous voyez, même au Japon, ces fléaux destructeurs, de temps en temps, ils arrivent parce qu'on ne peut pas, comment dire, se protéger contre des événements naturels qui sont d'une amplitude hors du commun. Mais la plupart, on peut. Pareil, là, vous voyez, il parle de la peste, hein. La peste, c'est une maladie qu'on voit de moins en moins dans le monde, hein. Pourquoi? Parce que on a appris d'où elle vient, on sait comment la prévenir, hein, par exemple par les notions d'hygiène qui sont apparues entre-temps, par l'assainissement, hein, les réseaux d'égouts, le traitement des égouts, aussi parce qu'on a développé des médicaments ou des vaccins qui nous permettent d'y faire face. Eh ben, le Covid, là, on est quelque part devant le pied du mur, hein. Je pense que le monde entier, on en est conscient. Eh ben, on n'avait pas assez de masques, on n'a pas assez de lits de réanimation, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccins, on n'a rien. Donc là, maintenant, il appartient donc à la science d'abord, hein, de définir quelles sont les meilleures préventions et puis les meilleurs remèdes curatifs, et aussi de faire de sorte que on soit prêt, hein, par des stocks stratégiques ici ou là, par des médicaments ou des vaccins, pour pouvoir faire face au cas où il y a une nouvelle épidémie comme ça qui se produise, ce qui est fortement probable, hein. Voilà, c'est un scénario qui est étudié depuis longtemps, personne n'y croyait. Ah ben maintenant, on l'a devant les yeux, donc voilà. Et c'est à nous, je dirais, au niveau de la population, de faire ce qu'il faut pour demander à nos gouvernants, OK, ça y est, on a compris, là on est resté bloqué. Puis, de toute façon, quand on voit la logique, même en suivant la logique économique, hein, on ne devrait pas suivre, mais quand on voit les milliers de milliards de préjudices que ça va causer à cause de l'arrêt de toute l'industrie, l'économie, le commerce, on se dit, ben, on pourrait peut-être investir un millième de tout ça pour stocker quelques masques et faire de sorte que la prochaine fois, on soit mieux préparé quand ça arrive. Vous voyez? Donc tout ça, on voit que ces fléaux destructeurs nous amènent à réfléchir, à se poser les bonnes questions pour, comment dire, développer l'intelligence, développer aussi les notions de charité, d'aide réciproque, hein. On voit aussi là quelques initiatives qui sont encore un peu trop timides, évidemment, mais qui sont déjà là et qui existent, de grande solidarité qui se met en place au niveau mondial, donc pour faire face à ce Covid. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou ça va? Alors on continue. Il y a encore deux points fondamentaux là au départ, hein. La question 744, hein, quel a été le but de la Providence en rendant la guerre nécessaire, hein? Alors, c'est une question un peu difficile, hein. Vous voyez, la réponse, c'est la liberté et le progrès. Alors, effectivement, il y a eu des guerres pendant des siècles, il y en a toujours encore malheureusement aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces guerres sont nécessaires? Alors, lorsque c'est un pays qui veut envahir l'autre parce qu'il a des ressources naturelles ou autres, évidemment, c'est absolument pas justifié. Là, c'est l'égoïsme qui parle, hein. Par contre, quand on regarde la guerre de sécession aux États-Unis, ou alors la Révolution française, c'était pas vraiment, on n'appelle pas ça une guerre, mais il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de morts. On voit quand même que c'était des étapes nécessaires. Pourquoi? Pour sortir de régimes totalitaires, monarchiques, dictatoriaux,
et revenir vers des régimes plus ouverts, plus libres, plus respectueux des populations, hein. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a fait que les guerres étaient nécessaires, donc pour que les populations mondiales puissent progressivement atteindre à cette liberté et à ce progrès. Maintenant, on arrive, ça c'était il y a 163 ans. Aujourd'hui, je dois dire, bon, 163 ans plus tard, je ne vais pas dire qu'il n'y a plus de pays, que tout le monde est libre dans tous les pays, non, on en est encore loin, mais je pense quand même que on devrait, la guerre n'est plus nécessaire comme elle a pu l'être il y a encore 150 ans, et qu'aujourd'hui, on peut y arriver par des moyens diplomatiques ou autres, mais bon, on n'en est pas encore là, hein. Ça, c'est quelque chose qui fonctionnera lorsque nos dirigeants seront un peu moins ceux qui ont le pouvoir économique ou politique et un peu plus ceux qui allient en même temps l'intelligence et la bonté. Voilà. Et c'est ce qu'il dit dans la question suivante, ou plutôt précédente, 743. Un jour, les guerres disparaîtront de la planète quand les hommes comprendront la justice et pratiqueront la loi de Dieu. Alors tous les peuples seront frères. Voilà. Et donc, le but du spiritisme, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de nous faire avancer sur ce chemin et faire de sorte que ben, le plus tôt possible, maintenant, la majorité des personnes comprennent toutes ces choses-là et qu'on aura de moins en moins, ou que les guerres bientôt disparaîtront complètement de la planète. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Ça va toujours? Alors, on va continuer dans le support, hein. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, voilà, donc ces fléaux, on revient à cette même question, donc font partie du processus d'épreuve et d'expiation de notre planète, atteignant indistinctement les grands et les petits, les riches et les pauvres, hein. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, bien que là, je mettrais aussi un petit bémol. Alors, les riches et les pauvres, évidemment, les pays qui ont de l'argent pour avoir des masques, il y a des pays qui n'ont pas d'argent pour avoir des masques. Il y a des endroits, on nous dit, pour ce Covid, hein, pour revenir à cet exemple qu'on a tous bien présent en tête, on nous dit qu'il faut souvent se laver les mains. Mais bon, comment on fait avec les gens les sans-abri, ou alors les gens qui vivent dans des quartiers pauvres, dans certains pays qui n'ont même pas d'eau courante, voyez? Donc c'est là où on voit que, malgré tout ce qu'on peut dire, ben, cette discrimination entre les riches et les pauvres, malheureusement, elle existe toujours. Mais là aussi, hein, il faut profiter de cette épreuve pour dire, bon, attendez, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui habitent dans la rue, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas d'eau courante chez eux, hein, qui n'ont pas un assainissement minimal. Donc, il faut vraiment travailler à améliorer ça partout. Voyez, ça peut être une des conséquences donc, du Covid, de dire, ben, faisons ce qu'il faut pour que chacun ait quand même le minimum nécessaire. Voilà. Alors, il parle là de Jésus, donc, qui connaissait les nécessités de l'apprentissage humain, hein. Donc, il y a 2000 ans, il était venu, mais il avait une vision très, très en avance sur son temps, et il savait très bien tout ce qui allait nous arriver dans les siècles, voire les millénaires qui allaient suivre son passage sur la terre. Il disait, donc, dans le Sermon de la montagne, vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin, car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre, et tout cela sera le commencement des douleurs. Donc, voyez, donc Jésus avait prévu le fait que donc, ces calamités soient nécessaires pour l'avancement des humains. Alors, quand on parle des guerres, je cite aussi souvent les grandes guerres mondiales qui ont eu lieu, hein. Donc, pour ce qui me concerne, maintenant, je suis plus tout jeune, mais je suis né 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Donc, vous voyez, 15 ans, revenez 15 ans en arrière, c'était hier, hein. Et donc, mes parents, mes grands-parents m'en parlaient souvent, les rationnements, les tickets, tout ce qu'ils avaient souffert, les bombardements, etc.
Et pourtant, 15 ans après, et encore aujourd'hui, donc on est 70 ans plus tard, ben, on se rend compte que, il y a quand même des choses qui ont été faites, il y a quand même des leçons qui ont été apprises. Alors même si tout n'est pas complètement rose partout, il faut quand même dire que globalement, par exemple entre la France et l'Allemagne, qui étaient les principaux belligérants de l'époque, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place, une certaine amitié, la réparation, qui font que voilà, c'est quand même maintenant assez peu probable on a fait ce qu'il faut, si vous voulez, pour éviter que ça se reproduise. Les gens, ils en avaient assez à l'époque, ils ont dit maintenant ça suffit, on ne veut plus jamais ça, et on peut quand même se rendre compte que le nécessaire a été fait. Voyez. Et donc, on sort un peu où les nations se dressaient contre les nôtres nations, mais où, au contraire, maintenant, ben, on est plutôt dans la collaboration. Et pour revenir encore une fois au Covid, excusez-moi de vous empoisonner avec ça en ce moment, mais c'est le sujet du moment. Ben, j'habite dans le Grand Est, donc l'hôpital de Mulhouse, c'est à 40 km de là où je suis, et donc on connaît des soignants. Ma sœur, elle est aide-soignante à l'hôpital à Belfort, avec les services qui sont complètement surchargés et tout. Vous voyez, on a vu le boulet passer de près. Eh ben, on a vu aussi comment des ambulances ou des hélicoptères ou des trains qui ont amené quelques patients qu'on n'a pas pu accueillir chez nous. Ils les ont emmenés en Suisse, en Allemagne ou au Luxembourg. Donc on voit qu'il y a cette solidarité entre pays qui s'est vraiment mise en place. Un pays qui aide l'autre ou une région qui aide l'autre lorsque cette région elle est submergée par un plus grand nombre de cas, comme c'était le cas dans notre région. Voilà. La même chose à Strasbourg, Fernanda, où là aussi, Colmar et Strasbourg, il y a vraiment eu beaucoup, beaucoup de cas et une grande solidarité internationale donc, pour aider tous les malades du Covid. Voilà. Alors, les esprits élevés nous disent que Dieu permet que l'humanité soit frappée de fléaux pour faire avancer plus vite. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a lu au départ. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est ici, ils disent, on juge les fléaux à notre point de vue personnel et donc souvent matériel, et on les appelle fléaux. Pourquoi? Ben parce qu'ils nous causent du préjudice déjà matériel, et aussi parce que il y a des parents ou des amis qui peuvent en mourir. Donc on a vraiment cette vision limitée en disant, ben voilà, ma maison est cassée, mes parents sont plus là, etc. On n'a pas la vision plus large, le point de vue entre guillemets spirituel, qui dit que toutes ces personnes qui décèdent dans ces fléaux, c'est parce que c'était prévu comme ça. Elles avaient prévu à un moment donné de retourner dans le monde spirituel par ce moyen-là. Et ça faisait partie justement de leur travail et de leur parcours évolutif. D'accord? Si on voit les fléaux d'un point de vue spirituel, si on voit la mort comme une simple transformation, du coup, toute cette horreur, ça me nuise et on comprend mieux l'utilité de la chose. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que il faut laisser faire, il faut rien faire pour la prévention des fléaux parce que de toute façon, il faut qu'ils se produisent. Non, pas du tout, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est aussi pour développer l'intelligence et puis pour mieux nous préparer et prévenir les effets indésirables de ces fléaux. Voilà. Et donc, faire arriver plus promptement un ordre de choses meilleur, en quelques années, ce qui eût exigé bien des siècles, ça aussi, je pense qu'on le sent clairement. Quand on est dans notre confort, on ne se remet pas en cause. hein. C'est quand on est forcé de sortir de notre zone de confort, qu'on se remet en cause et que souvent, on se rend compte que, par exemple, quand quelque chose a été détruit et qu'on est obligé de le refaire et de le reconstruire, donc grâce à l'intelligence, comme je l'ai dit, souvent on le refait, on le reconstruit mieux que ce qui était avant. On repart sur une base qui est meilleure. Voilà. L'homme pourrait éviter la souffrance des fléaux s'il était plus prudent dans ses choix. Voilà. On a beaucoup d'instruments de progrès, mais comme on est encore des êtres imparfaits, qu'on cherche le lucre tout de suite, qu'on gaspille les choses, l'argent dans le superflu au lieu de faire le nécessaire, on ne fait pas toujours ce qu'il faut, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais on a déjà reçu les moyens de progresser par la connaissance du bien et du mal.
Et si on n'en profite pas de cette connaissance, eh ben voilà, il y a la loi de cause à effet qui s'applique, et puis forcément, tôt ou tard, on souffrira des conséquences de notre imprévoyance. Alors, je ne veux pas citer de nom, mais il y a là aussi, pour le Covid, un exemple, c'est notre Premier ministre anglais, hein, qui avait, je dirais, un petit peu sous-estimé la chose au départ, hein, en disant, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je continue à serrer les mains de tout le monde. Je pense que maintenant, il va tout doucement réfléchir et penser un peu différemment, hein, parce qu'il l'a senti dans sa propre peau, hein. C'est clair que les hommes politiques sont extrêmes, ils voient beaucoup de monde, sont extrêmement exposés à un virus comme le Covid. Et je pense que notre Premier ministre anglais s'en est maintenant rendu compte dans sa peau. Vous voyez, c'est que quand vraiment on souffre les choses, et encore pas toujours du premier coup, hein, il y a des gens qui savent que quelque chose est mauvais, mais qui continuent quand même à le faire, hein. C'est ce qu'on appelle l'acrasie, hein. On sait que c'est mauvais, mais on le fait quand même, hein. On sait que c'est pas bon de fumer, mais on fume quand même, par exemple, hein. Alors, bon, il y a les effets physiologiques de dépendance chimique et tout qui sont là et qui aident pas. Mais avant tout, c'est la volonté qui nous manque, hein. C'est-à-dire, on sait que c'est pas bon, mais on n'a pas une volonté assez forte pour arrêter de le faire, hein, voilà. Et ça, c'est quelque part quelque chose qui nous emprisonne, qui nous empoisonne, quoi. On n'a pas encore, c'est les personnes qui raisonnent comme ça, n'ont pas encore réussi à vraiment conquérir la liberté. Voilà. Et n'ont pas encore appris la leçon. Mais tôt ou tard, hein, ben, malheureusement, on dit que le tabac, par exemple, cause des cancers, ben, les personnes fument quand même. Ben, il y en a quelques-unes qui, malheureusement, vont finir par attraper le cancer. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'elles se remettront en cause. Voilà. C'est là où on voit que ces épreuves, hein, ces souffrances, hein, ce petit aiguillon, comme disaient Léon Denis et Alain Kardec, l'aiguillon de la souffrance, c'est souvent ça qui nous fait avancer, hein. Et je dis souvent aussi que pour avancer, il n'y a que deux moyens, soit on trébuche et on se casse la figure, soit on reçoit un coup de pied dans le derrière. Et dans les deux cas, on est obligé ben, de se relever et puis d'avancer, quoi. Voilà. C'est un petit peu ça aussi, donc cet aspect dans l'humanité aujourd'hui. Voilà. Et alors, dans les fléaux, ben, ça nous fait réfléchir, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, il faut de la patience, hein, parce que là, vous voyez, on est confiné. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Hein? Il faut vraiment qu'on prenne, entre guillemets, notre mal en patience. Alors, regardez la bénédiction de Dieu, hein. On est confiné, hein, et avant, ben, qu'est-ce qu'on avait? On avait le cours tous les vendredis soirs à Tannes, dans le local. Donc, on ne peut plus y aller. Donc, résultat, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Dieu nous a donné de la technologie, il nous a donné des Skype, il nous a donné les réseaux. Et voyez, ben, le cours, au lieu d'être limité à un petit cercle dans un local perdu quelque part à Tannes, on atteint le monde entier, puisqu'on a là en ligne des personnes de l'île de la Réunion, on a un monsieur de Pointe-Noire, hein, c'est ça. On a Fernanda de Strasbourg, on a Michel qui habite à Narbonne, enfin, vous voyez, donc c'est là où on se rend compte, ben, finalement, on a Morissette de Dunkerque, hein, on se rend compte que, ben, vous voyez, on est obligé de se remettre en cause. Alors évidemment, c'est peut-être pas aussi bien, aussi sympathique, aussi pratique que d'être réunis dans le même local, mais d'un autre côté, ben, on voit, on s'adapte et puis on arrive finalement à y trouver quelques avantages, hein, faire bénéficier plus de monde. Voyez, là encore, on est typiquement ce qu'on est en train de faire là. C'est un exemple de conséquences positives de cette remise en cause liée à une épreuve collective. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des remarques. Voilà. Donc, on est obligé de travailler notre patience, notre résignation à la volonté de Dieu. Voilà. Bon, le virus est là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il s'en ira pas comme ça, hein. Il faut qu'on travaille avec l'intelligence pour l'éliminer. Déployer des sentiments d'abnégation, de désintéressement et d'amour du prochain. Ben oui, vous voyez, nous, on le sent pas dans notre peau, parce que pour l'instant, dans notre domicile, personne n'a eu le Covid. Mais la maison d'à côté, là, ma voisine, là, quand je regarde par la fenêtre, je la vois, elle est décédée jeudi du Covid. Vous voyez? Donc,
ça ne nous a pas touché personnellement, mais ça a touché des gens qui sont vraiment très très proches de nous. Hein. Elle est décédée dans un EHPAD, le fameux EHPAD de Val-d'Oie, là, qui a été mis sous tutelle, là où ça a été mal géré. Ben voilà, notre voisine s'en est une victime. Hein. Donc, d'ailleurs, ça touche tout le monde. C'est là où, bien sûr, ben, on aide son mari, hein, qui lui aussi est très âgé et qui est toujours là. Donc, pour l'aider, pour le consoler, pour l'accompagner dans cette épreuve. Donc, vous voyez, ces sentiments d'abnégation, de désintéressement, d'amour du prochain, de charité. Donc, ça nous donne ces occasions, le Covid nous donne aussi des occasions de développer ces vertus. Voilà. Alors évidemment, les personnes qui sont, on voit quand même encore des personnes qui sont dominées par l'égoïsme. Eh ben, ce sont celles se sont jetées dans les supermarchés le jour avant le confinement, qui ont rempli leur caddie avec des nouilles des packs de farine et tout. Et puis, ben, la personne âgée qui est venue derrière, qui n'a pas les mêmes moyens physiques et tout, ben, s'est retrouvée sans rien, quoi. Voilà. Et donc, on voit quand même encore des réactions d'égoïsme ici ou là, mais comment dire, la prise de conscience se fait et ces positions égoïstes sont de plus en plus décriées, dénoncées et montrées. Et donc, je pense que là aussi, les personnes qui ont ce genre d'attitude, avec le temps, hein, ben, ce sont tous des frères, ben, ça leur passera. Voilà. Alors, on a vu les deux types de fléaux. Donc, il y a les fléaux naturels et indépendants de l'homme. Donc, il parle de la famine, les inondations, les intempéries, les intempéries qui empêchent les cultures et qui font les famines. Il y a les tremblements de terre, il y a les inondations, les tsunamis, et il y a aussi les virus comme on le voit aujourd'hui. Hein. Donc, ça, ce sont donc les fléaux naturels et puis les fléaux créés par l'homme qui sont les guerres et donc qui étaient nécessaires peut-être un temps mais qui aujourd'hui ne sont plus justifiés. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble, hein, parce que c'est la voix du peuple. Hein. Je ne veux pas vous inciter à la révolution, mais quand il faut vous exprimer. Quand vous allez voter, réfléchissez, regardez bien les programmes. Hein. Faut vraiment qu'on avance et qu'on fasse de sorte que petit à petit, on passe à des régimes qui soient quand même moins égoïstes, moins matérialistes, moins centrés sur le pouvoir et le profit. Hein, et qui soit plus, je dirais, qui montre plus des soucis pour le bien-être de l'humanité, des soucis aussi au niveau social. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer complètement dans le détail. Vous pourrez lire tout le détail plus tard sur le texte. Hein. Voilà. Donc, c'est sûr que on voit aussi un autre effet quand on parle des tempêtes. Hein. Ben, aujourd'hui, c'est clair aussi, il y a une loi de cause à effet direct. On s'est rendu compte que ben, il y a beaucoup plus de tempêtes et d'ouragans qu'avant, hein, que ce soit dans les régions du Pacifique, comme les Philippines, le Japon, ou tous les pays de cette région-là, ou que ce soit aussi dans les régions près de l'Atlantique. Notamment les Caraïbes et puis le sud des États-Unis, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'ouragans et on se rend compte que bah, ces ouragans sont un effet, hein, du réchauffement de la planète. Hein, et que donc, avec ce réchauffement de la planète, il y en aura de plus en plus. Et là, les ouragans même sont de plus en plus forts. Vous voyez, on parle de un ingénieur, quand il construit une maison, on lui dit, bon, ok, qu'est-ce que je prends comme vent? Bon, bah, tu prends 200 km/h. Elle m'a dit, donc, c'est beaucoup, ça. Ben oui, ben hop, hop. Donc, on sait faire des poutres et tout pour que les maisons tiennent à 200 km/h. Mais les ouragans, en ce moment, c'est plus 200, c'est 300, quoi. Donc, il faut changer les normes, il faut, hein, pour pouvoir, là aussi, s'adapter, ou alors, donc, travailler à cette prise de conscience au niveau mondial des effets dévastateurs du réchauffement de la planète. Hein. Donc, ce sont les ouragans, mais ce sont aussi, comment dire, en Australie, vous avez vu, il y a pratiquement toutes les forêts qui ont brûlé, quoi. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et quand les mesures de température au cours du temps en Australie montrent clairement que
ben, en une trentaine d'années, ça a augmenté en moyenne de 2 ou 3 degrés déjà, hein. Et donc, les incendies, c'est une conséquence directe de ça. Voilà. Donc, ça nous aide aussi à nous rendre compte de cette imprévoyance, hein. Ça fait progresser l'intelligence et nous oblige à nous remettre en cause pour revenir à des modes de vie qui sont plus respectueux que la nature. Voilà. Donc, on peut remédier à quelques-unes des conséquences, hein, comme je vous l'ai dit, mais on peut aussi, comment dire, les éviter, les prévenir, hein, donc en utilisant cette intelligence. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas compris, eh ben, il continuera à y avoir des ouragans, il continuera à y avoir des virus qui nous prendront de surprise, que personne n'a de masque, etc. Voilà. Un jour, on comprendra, hein. Et donc, c'est le jour où on a compris qu'on fait vraiment ce qu'il faut, hein, puisqu'on a les moyens pour ça, pour les éviter et les prévenir. Voilà. Et donc, c'est le Covid, là, c'est certainement pas le dernier, hein, il y en aura d'autres, hein. Voilà. Donc, il faut qu'on se prépare. Mais quand on voit que tout ça, c'est donc le but premier, c'est notre évolution et l'évolution de l'humanité, ben on se dit, OK, on va prendre notre mal en patience. Et puis, on a, nous, en tant que spirit, avec ces enseignements, les ressources pour justement comprendre, pour pas tomber en dépression, pour pas se plaindre. Maintenant, notre réaction, c'est de dire, ah ben ça y est, le moment est arrivé, il est là, essayons de mettre ce qu'on nous a enseigné en pratique, hein. Essayons de travailler justement personnellement déjà sur nous-mêmes vers ce mieux, hein. Voilà. Voilà. Et donc là, pareil, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est grâce à l'intelligence qui se développe, hein, au fur et à mesure, ben, on apprend. Et donc on arrive à atténuer les effets de toutes ces choses-là. Voilà. On peut en neutraliser les conséquences dans certains cas, hein. Donc, vous voyez, la rage, par exemple, bon, il y a des vaccins, on a réussi à faire ce qu'il faut. Le Covid, certainement, on trouvera aussi, ça va mettre peut-être 6 mois, un an, hein, où il va falloir qu'on se serre la ceinture. On pourra probablement pas avoir de grands rassemblements, on sera probablement très limité dans les voyages internationaux. Mais au bout d'un an, bon, faut rester confiant. On finira par trouver un remède, un vaccin, quelque chose qui puisse nous prévenir et nous immuniser et protéger donc la population par rapport à ça. Ce qui est intéressant encore avec le Covid, c'est que pourquoi on nous demande de rester à la maison, hein, vous voyez, et la communication, elle est bien faite. On nous dit, c'est pour aider nos soignants. Regardez, nos soignants, ils sont complètement sous l'eau, hein. Ils n'arrivent plus à faire face, ils sont plus assez nombreux pour tous les malades qui arrivent. Ils travaillent à un rythme effréné. Donc, restons à la maison pour aider nos soignants, voyez. Rester à la maison pour ne pas contaminer les autres, hein. On a peut-être le Covid nous-mêmes, on est peut-être des porteurs sains ou autres. Eh ben, on nous dit, même si vous êtes des porteurs sains, ne sortez pas parce que vous pouvez contaminer des personnes qui sont plus fragiles que vous. Vous voyez, ce genre de communication, comme on sent qu'il y a un peu quelque chose hein, on fait ça pour aider notre prochain, hein. Comment ça nous oblige, ça nous pousse justement vers ces sentiments d'amour du prochain et de charité. Hein, c'est quand on observe, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, hein, mais quand on observe toutes les conséquences, on voit vraiment ben, que ça a bien secoué le cocotier et puis que là, les gens aujourd'hui vraiment. Alors, évidemment, il y aura toujours des exceptions, hein, les gens qui sont encore un peu, qui comprennent pas tout ça, qui sont encore dominés par l'égoïsme, comme c'est dit plus haut, mais on voit que la majorité joue le jeu, hein. Et le soir à 8 heures, tout le monde qui ouvre les fenêtres et qui tape sur des casseroles en hommage aux soignants, quoi. Donc c'est assez, moi personnellement, ça m'émeut de voir ces réactions-là, parce que ce sont des signes qui montrent que ça y est, hein, je pense que tout doucement, on comprend, tout doucement, on avance. Voilà. Toujours pas de remarques ou de questions? Voilà. Alors, bon, ben, c'est bien résumé hein, dans tous ces paragraphes qui sont là, hein.
Voilà, donc la peur aussi, on peut toucher deux mots sur la peur. Là, je vois, il y a écrit si on n'a rien à craindre. Voilà. S'il n'y avait pas la menace de ces fléaux, évidemment, on resterait encore une fois dans notre confort sans avancer, hein. Mais le fait qu'il y a une menace pour ces fléaux, ben, fait qu'on réfléchit, on essaye hein, ça nous pousse pour rechercher les moyens de s'y soustraire, ça nous pousse vers cette loi de travail, hein, qui est aussi une loi naturelle, comme on l'a vu dans les séances précédentes. Et la peur, aujourd'hui, c'est une peur. Pourquoi est-ce que les gens ils ont peur du Covid, hein? Les gens, on les voit, on en voit parfois complètement affolés avec des masques qui se faufilent. Hein. Bon, faut prendre des mesures barrières, faut prendre des distances, faut se protéger, etc. Mais il y en a qui prennent vraiment ça. On sent une certaine panique en eux. Mais de quoi les gens ils ont peur? Ils ont peur d'attraper le virus, évidemment, mais ils ont peur surtout de mourir, hein. La majorité des humains a peur de mourir. Pourquoi? Ben, c'est l'instinct de conservation, hein, qui fait que, est-ce qu'on l'a vu déjà, la conservation ou pas? Non, je crois que c'est les prochains cours, hein, la conservation. Attendez, on va regarder vite fait. Non, oui, c'est ça, vous voyez. Loi de conservation, ben, ça va être le prochain cours qu'on parlera de la conservation. Donc là, j'anticipe un petit peu. Ben, l'animal, en fait, il a cet instinct de conservation. Quand il voit une menace, il a peur et il fuit. Et cette fuite, pour lui, c'est salutaire parce que c'est sa survie qui est en jeu. Et donc cet instinct qu'on voit chez les animaux, il existe aussi chez l'être humain. Quand il y a un danger imminent qui se présente, notre réaction, c'est on fuit, on se protège, on s'en va. S'il y a un feu, une explosion devant nous, ben, on part en courant, on va se cacher, etc. Et donc cet instinct de conservation, il est salutaire, hein. Et les gens, ben, ils ont peur de la mort. Donc cet instinct de conservation, cette peur et cette panique viennent justement de cet instinct de conservation, par la peur de la mort, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt, hein? Mon voisin de bureau, il dit, ben, quand je meurs, on va me mettre dans une boîte et tout sera fini. Alors, je le chahute pas mal, je lui dis, ben, c'est pas vrai, hein. T'inquiète pas, le jour où tu mourras, je viendrai à l'état d'esprit pour t'accueillir et pour te chercher. Il me dit, ouais, j'y crois pas, etc. Donc, en fait, les gens, ils ont peur de ça parce qu'ils savent pas ce que c'est. Ils savent pas ce que c'est que l'amour. Nous, spirit, ben, on sait que la mort, c'est qu'une transformation, que l'esprit survit après la mort, donc on peut effectivement avoir une appréhension pour savoir ben, comment ça va se passer, combien de temps est-ce que je vais rester dans le trouble, est-ce que je vais me retrouver dans le seuil ou est-ce que je vais tout de suite me retrouver dans des zones comme nos solars ou autres, hein, pour faire le parallèle avec les écrits de Chico Xavier, donc on peut avoir une petite appréhension, mais un spirit n'a pas peur de la mort. Hein. Tout comme nos ancêtres gaulois, qui croyaient en la réincarnation aussi, ils n'avaient pas peur de la mort. Ça les amenait même à être inconscients, à aller torse nu, se battre contre des Romains qui avaient des armures, des boucliers, etc., quoi. Et donc, évidemment, ils ne faisaient pas le poids. Mais cette attitude-là et ce courage qu'ils avaient, ils n'avaient pas peur de la mort. Et là, quand vous voyez, pour revenir au personnel soignant, le personnel soignant, évidemment, se protège, mais on sait que les masques et tout, la protection, elle n'est jamais à 100%, hein. Donc le personnel soignant, il est là, il y a des médecins qui sont déjà décédés, hein, des médecins retraités volontaires. Dans le Grand Est, il y a eu 2 ou 3 cas qui sont décédés du Covid. Et ils sont décédés du Covid en essayant, en allant, en travaillant pour aider des personnes qui étaient atteintes du Covid. Donc, vous voyez, on en arrive à ces notions sublimes, donc de sacrifice, hein, qu'on peut aussi observer dans les circonstances actuelles. Voilà. Et donc, à partir du moment où on n'a plus peur de la mort, qu'on sait ce que c'est, eh ben, on arrive justement à utiliser notre intelligence pour essayer de faire ce qui est nécessaire. Le pompier, il utilise son intelligence pour aller combattre des explosions, des incendies et pour faire ce qu'il faut quand il y a un danger qui menace beaucoup de personnes. Et c'est là où on voit que l'intelligence, petit à petit, remplace les instincts. Les instincts qui restent toujours naturels, qui restent toujours salutaires, hein, mais
qui sont petit à petit remplacés par l'intelligence. Voilà. Alors après, les fléaux provoqués par l'homme, vous voyez, c'est clair, hein. Les maux les plus nombreux sont ceux que l'homme se crée par ses propres vices et ceux qui proviennent de son orgueil, de son égoïsme, de son ambition, de sa cupidité et de ses excès en toutes choses. Là est la cause des guerres et des calamités qu'elles entraînent, des dissensions, des injustices, de l'oppression du faible par le fort, enfin de la plupart des maladies. Donc, vous voyez, les esprits ne cessent de nous dire, de nous répéter, les pires défauts qui retardent l'évolution de l'humanité, c'est l'égoïsme et l'orgueil. Et quand on analyse les causes des guerres, ben c'est clair qu'on arrive, ça vient de là, hein. Pourquoi tel pays fait la guerre à tel autre? Eh ben, c'est parce qu'il veut étendre son influence, parce qu'il veut utiliser le territoire, parce qu'il veut profiter des ressources humaines et naturelles, parce que si, parce que ça. Et clairement, donc, ça provient de l'orgueil et de l'égoïsme des humains et des dirigeants. Voyez? Et donc, si on veut demain être dans un monde de régénération, hein, comme dans cette transition qui est en train de se passer, eh ben, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut travailler déjà pour commencer sur nous-mêmes, hein. Donc, dès qu'on sent en nous une réaction d'égoïsme ou d'orgueil, quand on sent l'envie de prendre plus de paquets de nouilles au supermarché que ce qu'il nous faut, vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. C'est là, il faut aller les chercher, il faut aller les attraper et dire non, stop, je vais en prendre un ou deux, il y en aura peut-être plus demain, mais ça fait rien, au moins là, tout de suite, il y en aura pour la personne âgée qui est juste derrière moi, etc., hein. Donc c'est cet égoïsme qu'il faut absolument combattre déjà en nous-mêmes. Un autre moment où il faut qu'on en profite pour combattre l'égoïsme à sa racine, et là Morissette, tu ne me contrediras pas, c'est dans l'éducation des enfants, hein. C'est dès qu'on voit chez l'enfant des petites réactions d'égoïsme et tout, il faut en profiter quand ils sont encore petits, quand ils sont encore jeunes, pour implanter ces graines, hein, parce que souvent, une fois quand ils arrivent à l'adolescence, c'est beaucoup plus difficile, hein. Donc là aussi, l'éducation qui est malheureusement pas donnée dans les écoles, hein, où on reçoit que de l'instruction, mais cette éducation qui consiste à donner aux enfants dès leur plus tendre âge, entre guillemets, les bonnes habitudes, c'est vraiment notre devoir de parents à chacun, hein. Même si après, si vraiment l'enfant, si un esprit retort, malgré tous nos efforts, bah, il sera égoïste quand même. Mais le peu de graines qu'on aura réussi à sommer, ça aura au moins aidé à atténuer un tout petit peu cet égoïsme qu'il avait encore, ou qu'il a encore en lui. Voilà. Et ensuite, évidemment, quand vous voyez des réactions égoïstes, alors c'est là où ça devient un peu plus délicat. Est-ce qu'il faut le dénoncer, hein? Quand on voit vraiment une personne qui, par son égoïsme, cause du tort à beaucoup, beaucoup d'autres personnes, là c'est clair, il ne faut pas laisser faire, hein. Einstein disait, le monde est ce qu'il est, pas à cause des personnes qui sont mauvaises, mais à cause des personnes qui sont bonnes et qui voient, et qui restent, qui laissent faire sans réagir, quoi. Donc, je pense qu'il faut là aussi nous pas hésiter à réagir, hein. Je vous encourage bien sûr pas à la délation ni à juger les prochains et tout, hein. Il ne s'agit pas de ça. Mais quand vous voyez vraiment quelqu'un qui abuse manifestement et qui cause du tort à beaucoup d'autres personnes, eh ben, je pense qu'il faut pas hésiter à le faire savoir, hein. Voilà. Tout comme aujourd'hui, vous voyez, on a déjà des numéros d'appel quand on voit des violences qui sont commises envers, au sein de foyers, violences conjugales, violences au niveau des enfants, etc. Donc ça là, vraiment, c'est des cas qu'il faut dénoncer, hein. Il ne faut pas rester silencieux parce que, comment dire, on ne peut pas laisser faire, quoi. Voilà. Donc Dieu a établi des lois pleines de sagesse, hein, y compris cette loi de destruction, qui n'ont pour but que le bien. L'homme trouve en lui-même tout ce qu'il faut pour les suivre, hein. Voilà. Sa route est tracée par sa conscience, hein. Notre conscience, c'est un peu correspond à notre niveau d'évolution, hein. On a bonne conscience, on a mauvaise conscience,
Il y a certaines personnes peu évoluées qui font le mal et qui n'en ont pas mauvaise conscience, ou pas trop, hein. Mais je dirais, moi-même, hein, quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, ma conscience, elle me le fait remarquer tout de suite, hein. Oh, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Par contre, d'un autre côté, quand j'arrive à faire quelque chose de bien, ben, je sens aussi dans ma conscience cet apaisement. Voyez. Donc, c'est quelque part l'indicateur qu'il faut qu'on écoute davantage et qu'il faut qu'on suive, hein. La loi divine est gravée dans notre cœur, oui, hein. De plus, Dieu nous les rappelle sans cesse par les messies, les prophètes, les esprits incarnés qui ont reçu pour mission d'incarner, de moraliser, d'améliorer. Et donc, en plus, maintenant, par les esprits désincarnés qui se communiquent médiumniquement, hein. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut constater tous les jours. Donc, cette bénédiction divine qui nous apporte toutes ces ressources pour pouvoir faire face à ces épreuves comme celles qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et donc, si on se conforme aux lois de la nature, ben, c'est la clé du bonheur. C'est comme ça qu'on sera heureux, c'est comme ça qu'on fera que le monde deviendra meilleur et avancera dans cette transition vers un monde de régénération. Voilà. Je pense que le temps est presque fini. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Écoute, tout c'est bien clair, mais je pense qu'aujourd'hui, tu t'es trompé de leçon. Ah, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, normalement, c'était le nécessaire et le superflu. Eh ben non, c'est parce que tu as le vieux programme. Là, il faut prendre le programme révision 1. Ah, d'accord. Tu vois, Ok. parce qu'il y avait 2 séances qui ont été annulées, donc c'est pour ça D'accord. que toutes les Ouais. séances se sont décalées de 2 séances. Donc, tu vois, nécessaire et superflu, ce sera dans 15 jours. Hein, c'est la loi de D'accord. Moi, je conservation. les vieux programmes. Ok, Voilà, merci. voilà. Mais Charles, je voudrais poser une question. Oui, Marie-Antoinette. Oui, ce programme, tu l'as fait à quel moment? Moi, j'ai bien, dans le programme que j'ai, ça correspond exactement. Je ne sais plus à quel moment tu as envoyé ce programme. Ah, ben, j'ai dû l'envoyer, tu vois, après le 15 mars, donc il y a à peu près un mois, hein, puisque Ah, après le 15 mars, le quand 1er même. Ah mars, oui, quand même, ben, oui. j'étais aux urgences à côté de Oui. ma maman qui est morte quelques heures plus tard, hein, donc j'ai pas Ah, pu mais faire le oui, mais cours. oui, mais oui. Et puis le 15 mars, pareil, je suis parti en catastrophe, c'était le jour avant le confinement, je suis parti en Oui, catastrophe en Belgique chez Jean-Paul, donc oui. là aussi, j'ai pas pu donner le cours. C'est pour ça que ces 2 séances, si tu veux, tous les autres se sont décalés de 2 lignes vers le bas. Oui, mais ça tombe absolument pile poil et c'est merveilleux. Donc, Ah bah oui, on peut penser que tu as vraiment été inspiré et que effectivement, ça confirme que tu as bien une mission, Charles. ouais, non, 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 merci, c'est- mais c'est- c'est c'est pas l'évidence vrai. Moi, je même, suis hein. juste, comment dire, l'instrument Oui, 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 qui essaye de faire au mieux, hein, dont oui, ils se mais oui, servent là-haut mais pour oui, arriver à leur fin à eux, hein. oui, oui, mais ça Et- confirme ta mission. ouais, ouais, ouais. Voilà. Je suis un petit travailleur comme n'importe quel autre. Oui, oui, mais c'est bien, c'est important quand même de le souligner. Voilà. Comme disait Chico Attention, je vais Xavier, sortir l'arpe, hein. comme disait Pardon? Chico Xavier, Cisco, ça veut dire brin d'herbe en portugais. Donc, il avait dans son nom Francisco le nom brin d'herbe. Voilà, je Oui, suis oui. qu'un brin d'herbe. Mais oui, mais beaucoup de brins d'herbe, ça fait une jolie pelouse, voilà. Ah ben voilà. Donc, il Oui, faut qu'on se retrousse tous les manches pour faire beaucoup de brins d'herbe. Voilà. voilà, voilà. Mais c'est bon, après, vous voyez, quand je prends du recul, ma maman, là, qui est décédée donc le 1er mars, c'était le lendemain de mon anniversaire. Donc, elle est restée quand même, elle a vu toute la famille le jour avant de mourir. Et elle est partie juste avant ce Covid. Oui, Hein, on a encore oui, pu lui faire une cérémonie, un enterrement, etc. oui, Donc, il était. et alors, quand on voit ces choses avec du recul, vraiment, si elle avait voulu calculer quelque chose, elle n'aurait pas mieux fait, quoi. Hein, Oui, oui, voilà. oui. Parce que moi, j'imagine, mon voisin, là, c'est terrible, hein, sa femme qui est dans l'EHPAD, hein, donc extrêmement dépendante, avec un Alzheimer qui fait qu'elle le reconnaissait même plus, hein, eh ben, il pouvait même pas aller la visiter. Et dans les journaux, il y avait, voilà, mauvaise gestion de l'EHPAD de Val-d'Oie, à côté de Belfort, et sa femme était là-bas. Vous imaginez? Oui. Ce sont des épreuves terribles, hein. Voilà. Et Mm. donc, ben, ma maman, elle a voulu nous épargner de ça. Ben, merci à elle.
Voilà. Ouais, ouais. Hein, c'est pour ça que, bon, elle s'est désincarnée. Il y a toujours un moyen positif de voir les choses. Et c'est ça hein, derrière un mal se cache toujours un bien. Hein. Derrière ce Covid, je suis sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Ça ne changera pas du tout au tout comme on le souhaiterait. Je suis sûr au niveau économique, ça c'est les choses les plus enracinées. Ça va recommencer comme avant le lendemain, quoi. Mais petit à petit, il y a des choses qui changent. Et ben, après encore quelques Covid ou quelques épreuves similaires, chaque épreuve nous fera avancer d'un pas de plus. Voilà. D'accord? Charles, Oui? tu peux faire un petit commentaire? Oui, bien sûr. Par rapport à l'évolution et nous pousse toutes ces épreuves, on peut constater, je trouve très intéressant de constater parmi nos frères des autres pays, c'est là qui, par exemple, l'Haïti et les combats, le Covid-19, depuis déjà janvier, ils ont eu qu'un cas de mort. Par contre, ils pratiquent beaucoup la discipline, la fraternité, et les mesures d'hygiène, la confiance et la prudence. Et on voit, en comparaison avec les autres pays qui encore sont très attachés encore dans l'égoïsme, l'orgueil par les représentants, le nombre de morts. C'est très intéressant de voir vers le développement et vers la régénération. Je trouve ça intéressant, le comportement des personnes d'avant ça, tout ce qu'on passe devant cette épreuve. Alors, tu as raison, hein, Ouais, Fernanda, de ouais. signaler ça. C'est vrai qu'on peut là aussi tirer des leçons et apprendre de l'exemple que certains pays nous donnent. Hein. C'est vrai que quand on regarde le nombre de morts de Covid par million d'habitants, ben, les pays où ils sont le plus bas, ben, c'est le Japon, la Corée du Sud, par exemple. Voyez? Et l'Allemagne aussi est beaucoup Eh plus bas oui, que la eh oui, France. eh oui, eh oui, eh oui. Et donc, Oui, les Japonais, c'est vrai qu'ils ont naturellement beaucoup de discipline, hein, parce que eux, justement, ben, ils sont soumis à des tsunamis, à des tremblements de terre, à des ouragans. Eux, ils prennent vraiment tout, quoi. Et donc, avec le temps, on voit que effectivement, la population, la culture, même les habitudes de vie, les ouais, modes de ouais, vie ouais, se ouais. sont adaptés et font que, ben, par million d'habitants, ils ont presque 100 fois moins de morts du Covid que nous. Peut-être pas Oui, oui. 100 fois, mais plus que 10 fois moins que nous. Hein. Oui, quand on entend les représentants de ces pays, bon, je veux maintenant pas trop citer, mais quand on entend les représentants de ces pays tenir un langage d'humilité, de simplicité, il y a de quoi réfléchir quand même aussi. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. Et ouais, puis les ouais, Japonais, par exemple, vous voyez que pour dire bonjour, ils ne serrent pas la main, ils se courbent. Hein. ouais, ouais. Les Japonais, ils portent des masques depuis des décennies déjà. Hein. Bon, alors c'est pour se protéger des particules, de la pollution et tout, mais en même temps, ben, quand il y a des grippes ou des choses comme ça, ils sont le virus se propage beaucoup moins vite que chez nous. Mais n'empêche que là, je ne sais pas si vous avez vu récemment, ils ont quand même fait une sorte de confinement au Japon, hein, parce que ce virus, il est quand même plus coriace que ceux auxquels ils étaient habitués avant. Hein. Donc, et puis le Japon aussi, vous voyez, par exemple, le métro japonais, ce sont ces images où ils poussent les gens pour les tasser dans les voitures. Ils ont quand même encore quelques progrès à faire dans certains endroits, quoi. Hein. Personne n'est parfait, clairement. Voilà. Donc, si on vous demande que dit le spiritisme par rapport au Covid, vous dites ben, livre des esprits, question 737. Voilà. Mm. C'est vraiment, voilà, ça fait 163 ans. Hein. Hier, c'était l'anniversaire du livre des esprits. Et j'ai été un petit peu secoué hier parce que j'ai donné une conférence le matin en allemand, à midi en anglais. Hein. À 3 heures, on avait notre étude Léon Denis là en français. Et puis le soir, j'avais encore une autre conférence en portugais.
Donc, vous voyez, là aussi, l'avantage du Covid, imaginez s'il faut chaque fois aller en Angleterre ou ailleurs, faire des conférences comme ça, c'est pas possible, quoi. Alors que là, hier, pour commémorer justement les 163 ans, hein, puisque le Livre des Esprits, il est sorti le 18 avril 1857, donc c'était hier l'anniversaire, ben ça permet, il y a vraiment eu des conférences virtuelles et des événements partout dans le monde, quoi. Il y a une nouvelle dynamique qui s'est créée, hein. Par exemple, pour ceux qui veulent écouter Divaldo, alors en portugais bien sûr, toutes les semaines, en espagnol pareil, toutes les semaines, ils donnent des conférences. Alors pour nous, c'est un horaire un peu tard, hein, parce qu'on a 5 heures de décalage, mais on peut l'écouter en direct pratiquement toutes les semaines en ce moment. Donc là aussi, on voit les avantages hein, au niveau même de la diffusion, hein, donc de toutes ces réunions virtuelles qui se multiplient partout. Voilà. Alors, je pense que, bon, est-ce que vous avez encore des questions? Donc, on a un petit peu passé l'horaire déjà. Si vous n'avez pas d'autres questions, ben écoutez, je vous remercie pour votre participation. On va peut-être encore faire une prière de fin pour remercier les bons esprits pour cette occasion qu'ils nous ont donnée d'être réunis aujourd'hui, malgré ce confinement, de pouvoir échanger ces idées, ces enseignements, pour pouvoir nous donner du courage les uns les autres, pour que nous ayons la patience et la résignation nécessaires pour faire face à cette épreuve collective qui nous atteint en ce moment, que nous puissions bien incuber, graver dans notre cœur toutes ces ressources et qui nous aideront sur notre parcours évolutif. Voilà, en espérant aussi que ces enseignements aient été utiles pour les esprits qui ont pu les accompagner avec nous ce matin. Voilà. Merci à tous. Excellente semaine et à bientôt. Merci Charles. Au revoir à tous et Merci. bon dimanche. Au revoir à tous Au et bon revoir. dimanche à tous. Au revoir, bon dimanche à tous. Au revoir. bon Merci dimanche. Charles, bon dimanche à tous. Merci. Au revoir, bon dimanche. Marcia. Au revoir. Au revoir, Marcia. Au revoir.